l'enregistrement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et présentes, en tout cas de visionner cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec Jean-Louis Gouraud pour parler de l'expansion du cheval arabe et de son cousin, le cheval barbe. Alors, hop, je vais tourner la caméra vers vous. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on voit là? On voit Bernadette. Ah, c'est déjà pas mal. Alors, hop. Et Maurice, tu peux me dire si Là, c'est bon. c'est bon? Ok, bah super. Voilà. Je vous laisse présenter et puis ensuite on échange. Oui, avec plaisir. Euh, Écoutez, le thème qui m'a été proposé, donc le cheval arabe, euh, présente l'inconvénient d'être tout à fait ascientifique. Et comme je suis ici devant une assemblée, enfin une assemblée assez maigrichonne, mais une assemblée quand même de chercheurs, de, de gens habitués à la précision historique ou anatomique. Là, je suis désolé de vous annoncer d'avance que en ce qui concerne le cheval arabe, on va naviguer dans la légende, la poésie, l'incertain, l'à peu près, l'approximatif. Ce qui, moi, en ce qui me concerne personnellement, me convient très bien, parce que je ne suis pas un scientifique et je me complais en effet dans une fréquentation poétique du cheval et du monde du cheval. Mais le cas du cheval arabe m'intéresse particulièrement depuis toujours à cause de cette espèce de paradoxe qui fait que cet animal dont on ne connaît euh, pas l'histoire, on connaît l'histoire de la plupart des grandes races, c'est assez facile de raconter avec précision l'histoire du pur sang anglais, enfin, le fameux galopeur, ou du Trakehner, ou du Lipizan, ou toutes ces grandes races en général. Il y a une histoire objective, connue, vérifiable. En ce qui concerne le cheval arabe, non, comme je vais tenter de le démontrer tout de suite. Enfin, démontrer d'ailleurs est un terme encore trop technique, trop scientifique pour désigner ce que je vais faire. C'est pas vraiment une démonstration, c'est juste une évocation de ce qu'on croit savoir ou des légendes qu'on attribue au cheval arabe. Donc, que ce soit sur le plan historique ou sur le plan géographique, quel est l'espace qui inclut le cheval arabe? D'où vient-il précisément? Y a-t-il un berceau? Là aussi règne le flou, l'approximatif, le contestable. Et enfin, même sur le plan anatomique, comment désigner, décrire, définir un cheval arabe bien malin qui s'y essaye. Et donc, cet animal extraordinaire dont on ne connaît ni l'histoire, ni la géographie, ni même l'anatomie, a été transformé au cours des siècles en une espèce d'archétype du cheval avec un C majuscule, le cheval parfait, le cheval améliorateur de la race amélioratrice de toutes les autres races, c'est le cheval dit arabe. Et c'est ce paradoxe que je trouve assez intéressant, puisque on on a transformé un animal plus ou moins mythologique ou mythique ou poétique, on l'a transformé en une espèce de modèle absolu. Enfin, j'aime bien l'expression d'ailleurs qui consiste à dire l'arabe, c'est le cheval absolu. Voilà. Alors, juste pour évoquer quelques aspects entre guillemets historiques, et je dis ça avec beaucoup d'humilité devant l'éminent historien ici présent.
on n'a pas d'autres sources en vérité que les sources arabes elles-mêmes. Alors, par exemple, euh, les sources arabes elles-mêmes ne sont souvent qu'une accumulation de légendes anciennes, d'interprétations, euh, parfois se contredisent d'ailleurs, mais ça en fait le charme. Je vois par exemple que dans le grand classique du XIVe siècle qui s'appelle le Nasiri, el Nasiri de Abou Bekr ibn Med, qui avait été écrit pour le sultan d'Égypte au XIVe siècle, par exemple, l'auteur fait remonter l'origine du chant arabe très loin, puisque il dit le premier, je cite, le premier à monter le cheval après Adam, donc ça remonte assez loin. Alors, donc, le premier à monter un cheval après Adam, donc on découvre là au passage qu'il y avait des chevaux déjà au paradis terrestre. Bon. Alors, le premier à monter un cheval après Adam, c'est Ismaël, qui est le fils d'Abraham et qui est, comme chacun sait, le fils d'Abraham et d'une Égyptienne et qui est considéré comme le père des Arabes. Et donc, on attribue à Ismaël d'avoir été le premier à pouvoir monter à cheval, mais une autre source arabe, tout à fait fréquentable, qui est l'émir Abdelkader, lui fait encore mieux, puisqu'il prétend que le cheval a été créé même avant l'homme, c'est-à-dire il existait avant même Adam. Euh, Explique Abdelkader, le cheval a été créé avant l'homme afin que ce dernier dispose de tout ce dont il avait besoin avant que l'homme n'arrive. Voilà. Bon. Donc, merci cette, ce souci de préparer le terrain à l'arrivée de l'homme. Bon, d'autres sources, ou les mêmes d'ailleurs, mais un peu plus loin, qui n'hésitent pas à se contredire, euh, pensent pouvoir trouver l'origine du cheval arabe auprès de Salomon. Donc c'est nettement tard, effectivement, mais je cherche fébrilement la citation que je pourrais donner en référence. Alors Salomon, hein, c'est le fils de David, c'est 10 siècles avant Jésus-Christ, et il est dit que, il est dit que Dieu Tout-Puissant, alors là, je viens à nouveau dans la source magnifique, très riche qu'est le Nasseri. Je cite Dieu Tout-Puissant pour Salomon, sorti des eaux 100 chevaux qui étaient pourvus d'ailes. Alors, c'est assez intéressant d'ailleurs, je trouve, de voir que là, les sources grecques sont présentes, puisque à la fois on a Poséidon qui fait surgir des chevaux, des flots, et puis on a en même temps des chevaux ailés, c'est-à-dire on a en même temps le mythe de Pégase, et donc il y a là une contraction de légendes intéressantes. Euh, le Coran lui-même évoque très peu le cheval. Il est cité dans 2 sourates seulement, mais c'est- ces sourates ne donnent pas beaucoup de détails sur le cheval. Il y en a une qui s'appelle, la centième sourate s'appelle les coursiers, puis il y a une autre sourate qui s'appelle les abeilles, dans lesquelles le cheval est évoqué. Alors, en ce qui concerne Salomon, on sait qu'en effet, ce monsieur avait une passion pour les chevaux et pour les femmes, hein, puisqu'il avait 700 épouses euh, et 300 concubines, ce qui fait cheptel quand même assez un peu impressionnant. Mais il avait aussi 40 000 box. Alors, est-ce qu'il y avait un cheval par box ou quoi? Tout ça n'est pas établi, mais enfin bon. Donc, Salomon, on lui attribue l'histoire suivante.
dans la tradition islamique, dans la tradition musulmane. Je cite, Salomon avait hérité de son frère, de son père David, et ça c'est évoqué dans une sourate du Coran, qui est la sourate, je crois, 38. Alors, donc Salomon avait hérité de son père un millier de coursiers qu'il aimait contempler juste pour son plaisir. Voilà, regardez ses chevaux, et il prenait tellement de plaisir d'ailleurs à contempler ses chevaux que parfois il en arrivait à oublier de prier Dieu. Et donc, un jour, après avoir passé en revue 900 des chevaux qu'il possédait, il s'aperçut horrifié qu'il avait préféré ce plaisir à ses prières. Il décida alors de tuer les responsables, c'est-à-dire les chevaux eux-mêmes, pour n'en garder que 100. Et ces 100 chevaux du Salomon seraient, d'après cette légende arabe bien connue des foules arabes, pour n'en garder que 100 qui seraient les ancêtres de tous les chevaux. Bon, on continue, on arrive, disons, à l'époque du prophète lui-même. Et là aussi, on trouve beaucoup de contradictions dans les sources. Bon, je me réfère là à un exégète un peu contesté aujourd'hui du 19e siècle. Il est contesté parce qu'il est du 19e siècle et que voilà, les exégètes d'aujourd'hui aiment bien contester les travaux antérieurs, mais enfin, il s'appelle Piètrement. Et Piètrement, qui savait quand même de quoi il parlait, enfin, qui était un chercheur prolifique mais sérieux, dit que lors de sa fuite de la Mecque à Médine, c'est-à-dire en 622 après de notre ère, Mohamed ne possédait pas un seul cheval. Et que c'est seulement 2 ans après, au cours de la fameuse bataille de Badr, donc à l'an 2 de l'Hégire, que Mohamed s'est retrouvé confronté à des tribus très nombreuses, en nombre bien supérieur à ses propres troupes, puisque lui-même ne disposait que de 300 hommes environ. Il s'est trouvé confronté à des tribus qui en avaient plus d'un millier. Et au cours de cette très célèbre bataille, dit piètrement, qui, je crois, c'est de quoi il parle, enfin, étudier les questions de presse, ce qui n'est pas mon cas, donc je ne peux que me référer à piètrement. Mohamed, ce jour-là, à cette bataille, ne possédait que 2 chevaux. Donc, ce qui est, euh, en dehors de l'anecdote ou du plaisir qu'on peut éprouver à écouter ces belles histoires, ces contes des mille et une nuits, tous ces enjolivements typiquement orientaux, etc., qui, pour ma part, me mettent du miel dans mes oreilles. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais on voit bien que ce ne sont pas des bases scientifiques sur lesquelles on peut vraiment euh, construire une histoire vraie, une véritable histoire. Mais tout ça contribue quand même à nous installer dans l'idée que le cheval, au temps du prophète, donc dans la région qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite, n'était pas un animal euh, très répandu. C'était un animal rare. Et en effet, quand on fréquente aujourd'hui, ce qui est mon cas récemment encore, ces régions du monde, on voit bien que le bon Dieu n'ayant pas inventé un animal qui bouffe du sable et qui peut se passer d'eau, on voit bien que le terrain n'est pas spécialement propice à l'élevage du cheval. En dehors, dans l'Arabie Saoudite actuelle, dans l'ensemble de la péninsule arabique, euh, le- le- en dehors de quelques régions d'Arabie centrale
Et puis de la périphérie de la péninsule, il y a, où là, il y a des oasis, il y a des végétations, il y a de l'eau, en dehors de ces régions, là, l'élevage du cheval est inimaginable. Ce qui fait que dans cette région, en tout cas, c'est certain, le cheval a toujours été et est encore un animal assez rare, et parce qu'il est rare, c'est un animal qui a une grande valeur. Bon. Alors, euh, moi, j'en ai fini euh, en ce qui concerne l'histoire du cheval qu'on appelle aujourd'hui le cheval arabe, hein, pour ce qu'on en sait et d'après les sources dont on dispose. Vous voyez, c'est assez confus et en même temps assez charmant. Maintenant, en ce qui concerne sa géographie, c'est-à-dire son berceau, là, les sources auxquelles je peux me référer sont surtout occidentales, c'est-à-dire que c'est lorsque les, les Occidentaux ont commencé à s'intéresser à cet animal et à vouloir en acquérir quelques-uns, c'est là où ils ont commencé à laisser des rapports. L'un d'eux, d'ailleurs, que Bernadette connaît mieux que personne, euh, qu'on évoquera tout à l'heure, qui peut nous donner des indications, mais là encore assez floues, assez vagues sur le berceau ou la présence, en tout cas, d'un animal d'un équidé qu'on appelle aujourd'hui le cheval arabe. Bon. Euh, oui, alors, j'ai pris quelques notes ici avant de partir. Je reviens un peu en arrière. Parmi les légendes aussi qui circulent beaucoup dans le monde arabe et dans le monde musulman, c'est le- l'affaire des cinq juments du prophète. Donc, on raconte un épisode au cours de cette fameuse bataille de Bedr, au cours de laquelle, d'après piètrement, Mohamed, enfin le prophète, n'aurait disposé que de deux chevaux seulement. Bon. Mais une autre version, une autre légende ne raconte pas ça du tout de cette manière. On attribue au contraire à Mohamed une cavalerie nombreuse et en particulier, il aurait, dit cette légende, à sa disposition une centaine de chevaux. Et après une traversée très longue entre la Mecque et Médine, Médine et la Mecque, ces chevaux étaient naturellement crevés de soif, étaient assoiffés et aperçoivent un oasis et veulent tous se précipiter pour s'abreuver. Et Mohamed leur dit non, attendez, allons-y doucement, allons-y calmement. Sur les 100 chevaux, 95 ne l'ont pas écouté et sont partis, ils ont désobéi, mais 5 juments lui ont obéi. Et ces 5 juments, qu'on appelle les Khamsa, alors là, le chiffre 5, quoi, seraient à l'origine des 5 grands, à l'origine de 5 grandes lignées de ce qu'on appelle aujourd'hui le persan arabe. Voilà pour ce qui est de la légende. Maintenant, j'en viens rapidement à la découverte du cheval arabe par l'Occident. Alors d'abord, on l'attribue souvent dans la littérature disponible aujourd'hui au voyage de Napoléon, enfin au voyage, à l'expédition d'Égypte de Napoléon qui, arrivant devant les pyramides, a découvert des cavaleries qui l'ont beaucoup impressionné, et donc des cavaleries, c'est-à-dire des cavaliers montés sur des chevaux qu'on a très vite appelés des chevaux arabes. Bon. Est-ce que ces chevaux-là étaient vraiment des chevaux venant d'Arabie ou du monde arabe? C'est pas tout à fait certain. Je rappelle que les Mamelouks qui se sont opposés à Bonaparte étaient quand même très largement constitués de Caucasiens de populations d'origine, originaires plutôt d'Asie centrale ou turque. Bon.
enfin du monde, de l'espace turc, qui va, comme chacun sait, très loin, vers l'Asie centrale. Bon, mais on peut dire qu'avant Napoléon, l'Occident a eu à voir ce type de cheval, appelons-le provisoirement le cheval oriental, tout simplement au cours des croisades. Bon, il y a un épisode, là encore, m'excuserai d'avoir pour référence que des légendes, et sans pouvoir donner à l'appui des sources plus fiables. Une légende raconte que euh, lorsque Richard Cœur de Lion s'est retrouvé confronté à Saladin, euh, Richard Cœur de Lion monté donc sur un cheval cheval anglais, normand, enfin occidental, quoi, aurait eu beaucoup de difficultés à mener le combat, et puis son cheval sur lequel il était monté aurait fait défaut. Bon, ce que voyant, Saladin, dans sa grande noblesse, je veux dire le plus chevaleresque en tout cas, des deux n'était pas le chevalier, mais plutôt Saladin, a fait arrêter les combats et a offert à Richard Cœur de Lion deux chevaux de sa propre remonte. Bon, donc, on peut penser que la chevalerie occidentale revenue en France ait gardé le souvenir de ces animaux plus vifs, plus résistants, plus endurants que les nôtres. Mais enfin, bon, revenons à l'époque qui est considérée comme l'année zéro de la découverte du cheval oriental, du cheval arabe par l'Occident, c'est-à-dire la campagne d'Égypte. Elle a été suivie. Alors, c'est vrai que Napoléon a pris goût à cet animal, à ce type de cheval, que j'hésite beaucoup à appeler cheval arabe, mais enfin, qu'on peut appeler sans crainte le cheval oriental. Et lui-même en a acquis, pour son usage personnel, une grande quantité. Un passionné d'histoire qui s'appelle Philippe Hocher a fait un inventaire de tous les chevaux montés par Napoléon au cours de sa longue carrière. Et la plupart sont des noms qui indiquent évidemment leur origine turque, arabe, barbe, orientale, mamelouk. Enfin, si vous voulez, tout ce vocabulaire s'est superposé, pourquoi pas sarrasin aussi, enfin, mort, tout ça, dans une espèce de grand magma qu'on aurait mieux fait, à mon avis, de continuer à appeler le cheval oriental, mais qui, par phénomène linguistique que j'ai pas, j'aurais du mal à expliquer ou à justifier, s'est réduit euh, pour être désigné sous le seul nom de cheval arabe. Alors, Napoléon, enfin, et les Français, donc, ayant cru voir dans cet animal les qualités que n'avaient pas les nôtres, on a commencé à imaginer que ce serait peut-être bien d'utiliser, d'employer ces animaux pour donner à nos élevages de Normandie, du Limousin et d'ailleurs, un peu plus de vigueur, quoi, un peu plus d'énergie. Il y a eu d'ailleurs déjà assez vite l'expression que je trouve très belle et elle aussi très poétique, qui consistait à vouloir mettre du sang sous la masse. Et je trouve que c'est très imagé. Et donc, utiliser ces petites bestioles nerveuses, économes, sobres, endurantes, résistantes,
les utiliser pour améliorer nos propres élevages. Alors, il y a eu là de très de très nombreuses missions. Euh, je- je- J'en cite quelques-unes. Enfin, je laisserai Bernadette tout à l'heure nous parler de la mission de Rgevowski, qui date de 1817-1820, et sur lequel qui nous a laissé d'ailleurs des documents intéressants, mais aussi peu sûrs, quoi. Enfin, tout ça, encore une fois, ne relève pas de travaux scientifiques très sérieux. Mais enfin, parmi les grandes missions, il y avait celle de Jean-Louis Burckhardt, et puis la famille. Alors, excusez-moi, je vais vous lire tout simplement par paresse un petit texte que j'avais écrit il y a quelque temps pour résumer tout ça. Euh, Ce n'est euh, qu'au XIXe siècle que l'affaire prit un tour systématique, méthodique et même, entre guillemets, scientifique. De nombreux émissaires civils ou militaires furent envoyés en Orient dans le but précis d'en rapporter des éléments pouvant apporter par croisement plus de vigueur, plus d'énergie, plus de sang aux chevaux nés en Europe. Alors, parmi les missions d'achat, une des plus célèbres est celle menée par Jabuski. Je laisserai Bernadette nous en parler tout à l'heure, qui était parti, lui, en Orient à la demande du tsar de Russie, Alexandre Ier, et de sa sœur, la reine de Wurtemberg. Ils se rendit en Syrie, enfin, Bernadette vient de lire tout ça, mais d'autres voyageurs se sont rendus célèbres en rapportant d'Arabie et alentour des chevaux destinés à apporter du sang nouveau aux haras d'Europe. On peut citer le couple d'aristocrates britanniques, la famille Blunt, notamment Lady Blunt, mais aussi l'Allemand Karl Raswan, qui réalisa une vingtaine de voyages en Arabie, financés par un riche mécène américain, le roi du cornflakes, Kellogg, desquels il rapporta des chevaux et une formidable documentation sur l'art de l'élevage équin par les Arabes. Et alors, toutes ces connaissances acquises par des voyageurs ont été compilées par un vétérinaire allemand qui dirigeait un prestigieux haras de Bavière, qui s'appelle Karl Wilhelm Amann, dans un ouvrage paru en allemand en 1834 et dans une excellente traduction de Jean-Pierre Portman en français en 2008. Et voilà ce livre sur lequel, en effet, sont compilés toutes l'essentiel des rapports des grandes missions d'achat euh, en, en Europe. Je voudrais juste dire au passage, avant de laisser Bernadette nous parler de Revusky, je voudrais dire que cette attirance euh, pour le cheval oriental, cheval, disons, appelons-le arabe, je veux bien, n'est pas propre à l'Occident. Il y a eu aussi du côté de l'Inde euh, des importations massives par bateau, par la région de Oman, qui allait dans la direction de la côte indienne. Il y a eu des importations massives de chevaux locaux, de chevaux orientaux, et on voit bien d'ailleurs ce qu'il en reste aujourd'hui dans les chevaux de l'Inde, qui sont les Kathiawari, les Marwari, ces petits chevaux qui ont la particularité d'avoir des oreilles en ogive, mais qui ont, dont on voit bien que le sang est oriental. Et d'ailleurs, un des principaux passionnés de ces chevaux, c'était le célèbre Shah Jahan, qui est le constructeur du Taj Mahal, qui, lui, un peu comme Salomon, euh, aimait, juste pour le plaisir des yeux, faire défiler dans son palais des
les centaines de chevaux dont il était propriétaire. Donc, on trouve là une similitude. Mais enfin, je voulais juste dire, parce qu'on a un peu tendance ici en Occident à parler des missions occidentales, et voilà, mais le phénomène n'a pas touché, n'est pas propre à l'Occident. Et dans les régions asiatiques aussi, on s'est intéressé cet animal. Bon, on peut rentrer dans la discussion de savoir est-ce que les animaux, les chevaux, les étalons, les poulinières qui avaient été transportés en Inde étaient-ils plutôt d'origine de la péninsule arabique et des environs, ou plutôt de l'Asie centrale? Là, ça nous amènerait sur un terrain glissant qui est une vieille querelle entre les Turkmènes et les Arabes. Les Turkmènes prétendent que le cheval d'origine, c'est la Kalteke, et que c'est lui qui a amélioré toutes les races, etc., y compris qui aurait même contribué à faire du cheval arabe ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, c'est une vieille querelle dans laquelle que je ne vais naturellement pas trancher. Voilà, donc juste pour me laisser respirer un petit peu, je vais céder la parole à Bernadette qui va nous parler de la mission de Ravouski, si tu veux bien. Ciel, ciel. Bon, je vais pas faire un exposé bis, hein. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette présentation de l'histoire effectivement extrêmement nébuleuse des origines, entre guillemets, du cheval oriental. Moi, j'aime bien la manière dont tu déplaces les termes d'arabe oriental. Je trouve que c'est tout à fait pertinent. Euh, Avant de vous parler du conte Vaclav Séverine-Jevousky, je voudrais rappeler que cette dimension mythique, ces histoires qu'on raconte à propos de l'origine du cheval arabe, bon, c'est complètement partagé dans toutes les races, hein. Il y a un discours, on en a parlé lors du dernier échange ici avec Cheval et SHS, et on va beaucoup en parler lors du colloque que vous savez, organisé par le groupe Cheval et Patrimoine au Haras du Pin à la fin du mois de mai. Donc, il- euh, voilà, il y a cette dimension commune à au repère qu'on se construit, que les éleveurs se construisent autour de l'origine de leurs chevaux. Elle est pour partie, ce sont des histoires d'origine pas très vérifiables. Alors, je vous skie. Alors, dire un mot d'abord de l'aventure de recherche que ça a représenté. Moi, j'étais en Pologne dans le cadre d'un vaste terrain européen sur la question des chevaux de travail, où en étaient les chevaux de travail dans un certain nombre de pays européens. Et j'avais terminé par la Pologne, avec d'ailleurs l'appui de Jean-Louis, notamment en ce qui concerne un interlocuteur extrêmement précieux concernant le problème de la langue. Et la veille du jour où j'allais m'embarquer pour revenir en Europe, euh, et les personnes avec qui j'étais, avec qui j'avais fait ce terrain, euh, ils m'ont emmené aux courses à Varsovie. Et là, il y avait un présentoir avec un document en français racontant les exploits du comte en question, en quelque part du côté de... alors, il y a plusieurs pays, hein. Il y a une carte dans le livre qui a résulté de tout ça. Euh, bon, il a beaucoup circulé dans cette voie-là. Et renseignement pris, j'étais en renseignement pris, de retour en France,
J'avais un interlocuteur au muséum qui était écologue en fait, mais historien des sciences aussi, et, euh, et qui a fait une recherche dans les archives anciennes de la Bibliothèque nationale de Varsovie, et qui a découvert que ce manuscrit n'avait jamais été édité. Donc c'était une aventure assez incroyable qui a commencé. Alors j'ai fait équipe avec deux personnes, cet historien des sciences polonais, donc c'était très très précieux. Et par ailleurs, donc, et par ailleurs également une collègue était spécialiste, qui est toujours spécialiste du monde arabo-musulman. Et donc on a fait venir de Pologne le manuscrit sous la forme d'un film. Et on a passé des mois et des mois à- à circuler dans ce manuscrit. Et on s'est beaucoup posé énormément de questions. Comme tu dis, Jean-Louis, c'est je sais plus le mot que tu as utilisé, mais c'est un, un assemblage complètement hétérogène et assez inextricable. Il a vraiment fallu décortiquer tout ça. D'expériences concrètes, il y a toute une dimension du manuscrit qu'on peut qualifier d'ethnographique, notamment en ce qui concerne la description des techniques d'élevage et des techniques d'équitation. Euh, mais par ailleurs, il y a tout un discours d'autant plus complexe et difficile à cadrer et à objectiver qu'il est fait de reprise de tous ces éléments euh, relevant du mythe et revu à la manière du conte. Alors le conte, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ces coins où il recherchait des chevaux arabes? En fait, il est venu faire du commerce. C'était une espèce de maquignon, quoi. Et, euh, et donc, alors pourquoi, comment? Eh bien, comme tous les aristocrates polonais, dont la particularité est d'être un monde extrêmement divers et hiérarchisé, à la différence du système français. Enfin, à l'époque, tout le monde, toute l'aristocratie européenne, au sens large, parlait français, c'était la langue de référence. Et lui, il était situé dans dans la zone moyenne du système aristocratique, c'est-à-dire du pouvoir et de l'argent, mais pas trop. Et d'ailleurs, il était à la limite de la ruine, ce qu'il raconte en long et en large dans son manuscrit de récit de voyage. Mais néanmoins, comme tous les aristocrates polonais, il était très très attaché au cheval. Et le but de ce voyage, c'était essentiellement de remonter son propre élevage et aussi de faire du commerce avec ses chevaux ramenés d'Orient. Et donc, il a monté une expédition, ce qui décrit dans le moindre détail, dans ce livre que je présente peut-être maintenant et qu'on a appelé, est-ce que vous le voyez bien? On a Non, appelé, c'est tout flou. c'est tout flou, alors je Plus loin, peux plus loin, plus loin. Recule. plus loin. Voilà. Ouais. Voilà. Alors ça s'appelle L'impression d'Orient et d'Arabie, le comte Javuski. Donc, et c'était édité, assez incroyable, euh, chez José Corti avec une grosse subvention du muséum. Et la particularité assez extraordinaire de ce manuscrit, c'est de comporter des miniatures à la manière persane, je dirais, et qui sont un mélange comme de juste de choses imaginées et de choses vraiment ethnographiques.
Et donc, dans cet énorme manuscrit, à travers lequel on a fait des coupes parce que c'était très moyennement intéressant par rapport à notre propos, il raconte notamment ses aventures, d'abord son voyage, et avec sa propre équipe, et donc avec ses propres chevaux et ses dromadaires. Et puis par ailleurs, il raconte la rencontre avec les tribus et auprès desquelles il démarchait pour acheter ses chevaux. Voilà, et donc le texte, encore une fois, est extrêmement intéressant par sa nature ethnographique. Quand il raconte le système de vie et d'élevage dans le désert avec ses chevaux, et, et puis d'autre part son propre voyage, quoi. Que dire de plus? Euh, Peut-être dans cette notion de race sur laquelle tu as démarré, Jean-Louis, euh, c'est pas si rationnel que ça. On va abondamment en parler en mai prochain. Il y a toute une part encore une fois, de, de construction euh, qui relève du mythe en ce qui concerne l'origine. Et par ailleurs, dans la littérature hippologique européenne, en France notamment, il y a énormément dans la bibliographie hippique de Lefebvre Desnoëttes, il y a énormément de production. La littérature est extrêmement prolifique sur le sujet et on y trouve notamment un- 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 une, comment je dirais, une réflexion qui associe systématiquement la question de la race à celle de l'utilité et de la finalité d'usage des animaux. Et donc, tu as introduit l'idée du milieu et l'idée, par ailleurs, de l'utilisation de ces animaux dans le désert avec la combinaison du dromadaire et du cheval. Et là, sur ce terrain-là, la contribution du manuscrit du comte Jevouski est extrêmement intéressant. Voilà, je ne voudrais pas monopoliser la Ok, parole et ok, j'arrête là. merci Bernadette. Ça m'a permis de reprendre mon souffle. Merci beaucoup. Donc, juste ajouter à ce que tu viens de dire, une précision, c'est que Revosky a ramené quand même avec lui, je sais pas, entre 100 et 150 chevaux, Oui, et là, euh, qui ont la particularité d'avoir, aucun d'entre eux n'a été acheté en Arabie. Et à tous ces chevaux ont été achetés en Syrie, ce qui contribue au trouble et à la difficulté qu'il y a à désigner un berceau. Et donc, on sait bien que la Syrie, alors est-ce que la Syrie, et d'ailleurs, en l'occurrence, c'était un lieu d'élevage ou est-ce que c'était tout simplement un lieu de commerce? c'est Tout ça. ça, tout ça n'est pas établi. Donc, euh, encore une fois, il est peu probable que la prolifération de chevaux ait pu se produire dans des régions aussi rudes, aussi désertiques que l'Arabie saoudite actuelle, en dehors du centre du Neige, qui lui, se compose d'un certain nombre d'oasis qui peuvent permettre, en effet, l'élevage de chevaux, mais c'est surtout le pourtour mésopotamien, syrien, etc., qu'ont été développés aussi des types de chevaux. Qu'on a unifié dans notre tête sous un seul vocable, qui en fait étaient des chevaux très différents. Et d'ailleurs, l'iconographie dont on peut disposer, l'iconographie
ancienne indiquent des chevaux, en effet, de type très, très, très différent. Et et alors, lorsque ces chevaux, lorsque je voudrais aborder un autre aspect, on a compris qu'en effet, les élevages occidentaux avaient été chercher du sang arabe, du sang oriental pour donner du sang sous la masse et donc pour améliorer les races occidentales. Ça, oui. Et toutes les grandes races, on ne va pas en faire la liste ici parce qu'elle serait interminable, toutes les grandes races occidentales qui contiennent du sang arabe, ça va évidemment du fameux pur sang anglais. S'il y a un cheval qui n'est pas de pur sang, c'est bien le pur sang anglais, puisqu'il est une composition, une mayonnaise, une recette qui mélange des chevaux normands, anglais, turcs, arabes et barbes. Les Anglais ont décidé d'appeler ça un pur sang. C'est très bien. Ce qui est indiscutable, c'est qu'il y a beaucoup de sang arabe là-dedans, mais il y a aussi, évidemment, chez nous, comme son nom l'indique, l'anglo-arabe. Et puis, et on dit même qu'il y a du sang arabe dans le percheron. Donc, et puis dans le Lipizan, et puis dans le Trakehner, et puis dans toutes les grandes races aujourd'hui de course et de sport. Mais en dehors de cet emploi du cheval oriental pour améliorer la race orientale, il y a eu aussi la tentation de faire du pur sang arabe chez nous, en Occident. Et il y a eu donc la multiplication d'élevages de pur sang arabe en dehors du berceau, aussi large soit-il. Et alors ça a commencé évidemment par l'Égypte, mais ça s'est répandu très vite. Il y a eu des élevages de pur sang arabe très importants, et en Pologne, comme le soulignait Bernadette tout à l'heure, mais aussi en Russie. On trouve dans le Caucase, au pied du Caucase, dans le Caucase du Nord, on trouve un très très gros élevage de pur sang arabe, et aussi en France, et la France en avait amené aussi dans ses colonies d'Afrique du Nord. Et donc il y a eu ce désir, il y a eu cette espèce d'internationalisation du cheval arabe qui a cessé d'être strictement arabe pour devenir une race internationale. Et alors un beau jour, il a fallu quand même essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, et tous les éleveurs se sont dit, il faut quand même qu'on définisse, qu'on se mette d'accord, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un pur sang arabe? Alors, ils se sont constitués en association internationale, qui s'appelle la WAO, World Arabian Horse Organization, qui, à laquelle adhèrent tous les pays, tous les studbooks des pays dans lesquels on prétend élever du pur sang arabe. Et donc, cette WAO qui regroupe aujourd'hui, qui regroupe aujourd'hui, elle a été créée en 1972 à l'occasion d'un congrès constitutif qui s'est tenu à Séville, dont le but était, ouvre guillemets, réunir, diffuser, promouvoir et faciliter toute connaissance et information dans tous les pays sans exception concernant le cheval arabe. Bon, et quand il a donc fallu euh, coordonner, se mettre d'accord, savoir quel genre de chevaux on pouvait inscrire dans les studbooks nationaux qui devaient être reconnus ensuite par la WAO, personne n'est tombé d'accord. On avait affaire à des modèles complètement différents, et par la taille, et par l'aspect. Et alors, euh, je cite là un de mes très bons amis que vous connaissez certainement, Xavier Guibert, qui s'est longtemps occupé du studbook du pur sang arabe en France, et qui était lui-même le représentant de la France à la WAO. Il m'écrit, quand je l'ai interrogé à ce sujet, lorsque la WAO a voulu établir le standard du cheval arabe, il fut vite révélé, m'écrit-il, que la diversité des lignes importées dans les différents pays du monde, tout comme les évolutions morphologiques subies dans les nouveaux biotopes,
rendait impossible l'écriture d'un standard universel. Et la définition du cheval arabe devint, ouvrez les guillemets, est arabe tout cheval enregistré dans un studbook reconnu par la WAO. Alors, euh, il y a eu des tentatives quand même de resserrer un peu le sujet, et je voudrais citer et en même temps lui rendre hommage à feu le colonel Bogros, qui était lui un grand amateur, un grand connaisseur du cheval arabe et qui est l'auteur d'ailleurs d'un livre indispensable pour tous ceux qui s'intéressent au sujet, qui est paru chez Crépin Leblond il y a, je sais pas, il y a un demi-siècle. Pour lui, Bogros, euh, il distinguait deux types de chevaux. Faire le tri dans tout ce bazar, dans tout ce désordre de chevaux aux origines multiples, dans lequel on avait tendance à mélanger un peu tout, des Turcs, des Arabes, des Persans, des Barbes, des Berbères, tout ça. Bon, il disait en fait, il y a deux types de chevaux arabes ou orientales. C'est les chevaux élevés selon les méthodes bédouines et puis les autres. Et selon les méthodes bédouines, c'est le cheval qui vit avec son éleveur, c'est le cheval comme l'appelle Bogros, de la Hayema, c'est-à-dire le cheval sous la tente. Et puis, partout ailleurs, y compris en Égypte ou ailleurs, c'est un élevage classique à l'occidental où les chevaux sont élevés dans des box. Et voilà. Donc, ça, c'est le distinguo qu'aimerait faire Bogros, mais enfin, c'est- c'est- c'est purement, comment dirais-je, un distinguo purement intellectuel, quoi, qui permet pas de distinguer précisément les. Et alors, une- 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 ces différences, disons, anatomiques, euh, s'expliquent aussi, s'accentuent de nos jours encore par les différents emplois possibles du cheval arabe. Et alors, il y a ici, dans cette auguste assemblée des spécialistes de l'attelage, et je dois dire que c'est le seul usage dans lequel on n'emploie pas de chevaux arabes. Bon, il n'y a jamais eu d'attelage dans le monde arabe, et, il y en a et on continue à ne pas utiliser le pur sang arabe dans les disciplines d'attelage. Mais on l'utilise dans trois grandes fonctions, qui sont celles dans laquelle il brille d'ailleurs sur le plan international, qui est l'endurance, où on a tenté de trouver d'autres races, d'autres chevaux capables de faire mieux, comme le cheval cabarde, comme d'autres races, le barbe aussi, qui est un concurrent possible. Mais enfin, le pur sang arabe reste indétrônable dans les épreuves d'endurance. Et d'ailleurs, le prochain championnat du monde d'endurance aura lieu en Arabie Saoudite cette année au mois de novembre. Ce qui est quand même l'épreuve reine pour le pur sang arabe, celle dans laquelle, en tout cas, il exprime ses qualités de base qui étaient qualités justement et d'endurance et de résistance et de sobriété, et de capacité à résister à l'effort avec très peu d'apport en aliments et en eau. Alors, deuxième activité qui a beaucoup de succès et qui brasse beaucoup d'argent, c'est les courses sur hippodrome. Et il y a maintenant, en effet, des courses pour chevaux de petite taille qui sont dominées par les chevaux arabes. Et vous trouvez là, dans la presse française comme Paris Turf ou Jour de Galop, vous trouvez, il y a une section courses de chevaux arabes. Bon. Et il y a des courses de chevaux arabes un peu partout dans le monde. Et évidemment, dans les pays du Golfe, Abu Dhabi, Dubaï, ils ont tous, au Qatar, etc., ils ont tous partout leurs hippodromes sur lesquels se déroulent des courses de chevaux arabes qui est d'un type évidemment légèrement différent du cheval. Le modèle
est nettement différent du cheval d'endurance. Et puis, l'engouement occidental pour cet animal a développé aussi une troisième fonction, une troisième activité, qui est ce qu'on appelle le show, c'est-à-dire les concours de modèles qui sont en fait des concours de beauté. C'est l'équivalent de Miss France ou Miss Monde. Le critère est exclusivement esthétique. Et alors ça a amené au cours des siècles, enfin oui, au cours en tout cas du siècle écoulé, ça a amené des modifications profondes du, du modèle de cet animal avec l'exagération de certaines caractéristiques qu'on a cru être des caractéristiques d'origine, mais enfin qui étaient, encore une fois, comme on ne peut pas définir avec précision l'origine du cheval arabe, c'est c'est un peu plus dans l'imaginaire occidental, dans les critères de beauté occidentale, qu'on s'est mis à fabriquer des chevaux, spécialement en Pologne, spécialement aux États-Unis, des chevaux qui ont ce fameux chanfrein concave, ces naseaux gigantesques, ces yeux exorbités, la queue en drapeau, et qu'on présente dans des concours de modèles allures, mais qui sont des chevaux, enfin, si ça plaît, tant mieux. Mais moi, ça me rend triste de voir qu'on a fabriqué des chevaux qu'on ne peut plus monter, quoi. C'est des chevaux qui montés sur des ressorts, des petites choses en porcelaine fragiles. Et je trouve que c'est enfin, une opinion personnelle, c'est une dérive regrettable de l'utilisation du cheval arabe. Alors, euh, puis à part ça, il y a un quatrième emploi, mais enfin qui est généralement fait avec le rebut des trois précédentes, qui est le cheval de loisir qu'on trouve ici ou là, comme cheval d'instruction, ou cheval de promenade, ou cheval de randonnée. Alors, euh, pour évoquer donc la présence d'élevage de pur sang arabe en dehors de ce qu'on peut appeler le berceau, et sa périphérie, puisqu'on peut même y inclure, si ça peut faire plaisir aux Arabes, on peut même y inclure le Maghreb. Euh, En dehors il y a eu en effet de très très beaux élevages au Maroc, puisque le roi du Maroc, le père du roi actuel, était passionné par le cheval arabe. Il a constitué un très bel élevage de chevaux arabes dans son sa royale. Son fils Mohamed VI s'intéresse lui davantage au cheval barbe, qui est le cheval en effet berbère, le cheval local. Mais enfin, Hassan II avait créé un très beau élevage du pur sang arabe. Et en dehors donc de ces pays arabes, de la même manière, les quelques riches propriétaires à Dubaï, à Abu Dhabi et ailleurs se sont entichés et ont constitué des élevages de pur sang arabe en prenant d'ailleurs des sources parfois françaises, polonaises, russes, en allant puiser dans les élevages occidentaux pour reconstituer des élevages en terre arabe. Bon. Mais en dehors de ça, en effet, il faut parler de la Pologne. Se trouve à Janów Polecki, non loin de la frontière biélorusse, un très bel élevage qui est assez orienté sur le chaux et qui a été enrichi au cours du XXe siècle d'apports venus d'Orient. La production n'a cessé de s'améliorer au point de séduire une nombreuse clientèle américaine. En Europe de l'Est, il faut aussi mentionner la Hongrie, le rat de Babolna, et en Russie, le rat du Tersk, qui ont des très beaux élevages de pur sang arabe, où se sont approvisionnés de nombreux éleveurs américains, japonais, italiens, etc. Euh, il serait injuste de ne pas mentionner le formidable succès que remporte aussi en Suède le pur sang arabe en Suède, où son élevage n'a véritablement démarré qu'en 1953, grâce à un étalon venu d'Allemagne et de juments venus de Pologne. Bon.
Donc le cheval arabe est devenu vraiment un cheval international. Euh, on fait du pur sang arabe dans le monde entier comme on fait du pur sang anglais dans le monde entier. Et ça, c'est une caractéristique intéressante. Enfin, qui fait du cheval arabe un cas particulier. Moi, en ce qui concerne cette espèce de tendance à transformer l'anatomie du cheval arabe, je me suis toujours posé la question, mais ça, cette réflexion n'engage que moi, et je n'ai aucune espèce de preuve, ni même de début de preuve à apporter à cette idée, mais je reste quand même persuadé que la transformation du cheval arabe pour aboutir à l'image actuelle du cheval fringant, chanfrein creusé, queue en drapeau, etc., euh, c'est sous l'influence, paradoxalement, des artistes. D'ailleurs, lorsque en Occident, on a voulu représenter le cheval avec cette grande mode de l'orientalisme, les peintres, les sculpteurs, etc., se sont mis à vouloir représenter le cheval. Le cheval arabe, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il n'y avait pas un modèle. Bon, il y avait 36 modèles possibles. D'ailleurs, au point, je répète que le héros n'a pas su en définir un. Mais les peintres, les artistes, je les comprends, ont voulu concevoir, imaginer, représenter le cheval de leur rêve, quoi, l'archétype du beau cheval. Et à force de le représenter de cette manière, je me demande si ce ne sont pas les éleveurs qui ont voulu se rapprocher le plus possible du modèle imaginé par les peintres. Alors, évidemment, je développe là quelque chose qui est un petit peu paradoxal. Et encore une fois, ça n'engage que moi, c'est juste une piste de réflexion. Voilà, je me tiens maintenant à votre disposition pour d'éventuelles questions, étant bien entendu que je ne sais pas tout sur tout. Mais avant de finir, je voudrais quand même recommander à ceux que le sujet intéresse, afin vraiment de savoir tout ce que toutes les missions occidentale partie en Arabie et enfin, dans l'immensité de la région arabe, la péninsule et toute la périphérie irakienne, syrienne, etc. Tout ça donnait lieu à comme soulignait Bernadette tout à l'heure, à une très très abondante littérature, dont l'essentiel est rapporté par ce Hammond dans ce bouquin absolument formidable qu'on ne se lasse pas de lire et de relire. Voilà. Je pense que le livre est encore disponible puisqu'il n'a été édité que voici 10 ans. Et je crains qu'on n'ait pas réussi à épuiser les stocks. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Mon cher François, j'avais honte de parler devant un historien aussi éminent, mais, euh, mais évidemment, vos commentaires et vos corrections, vos précisions m'intéressent beaucoup. Alors, moi, personnellement, j'ai été tout à fait charmé par Jean-Louis, personne mieux que lui pouvait parler du cheval oriental, puisque le cheval arabe, c'est quand même. Je voudrais simplement évoquer l'importance que ce cheval a eu dans l'imaginaire des sélectionneurs et en particulier des gens des haras au début du 19e siècle. Le premier, évidemment, c'est Bourgelat qui a repris les a priori de Buffon. Pour Buffon, le cheval doit se retremper continuellement euh, avec du sang étranger euh, et qui compense sa dégénération. La dégénération, ou plutôt sa dégénérescence, mais c'est plutôt une. Bon, euh, le, le,
Buffon était persuadé que les races s'amoindrissaient en particulier en France. Et donc, il fallait absolument retremper les races. Et pour lui, c'était exclusivement avec le pur sang arabe. Enfin, ce qu'il croyait être le pur sang arabe. Le, le, Ses successeurs, c'est-à-dire Chabert, et surtout des gens, des, des- des successeurs en fait jusqu'en 1830-1840, ont refusé absolument l'infusion de sang de pur sang anglais. Pour eux, le pur sang anglais ne correspondait pas du tout à leur idéal. En particulier chez Bourgelat, le pur sang anglais, Bourgelat était un cavalier de manège. Et pour lui, le pur sang anglais, c'était inconfortable, désuni, c'était pas un bon cheval. Alors que ce qui ressemblait aux chevaux ronds et aux chevaux issus de croisements arabes, c'était évidemment confortable, ils se mettaient sur la main, c'était extrêmement pratique. Alors, ensuite, ça a été jusqu'à Eugène Gaillot. Eugène Gaillot, qui a, évidemment, c'est le père de l'anglo-arabe. Eugène Gaillot était absolument opposé au pur sang anglais. Et il en tenait que pour l'arabe et il a été euh, désapprouvé par euh, le fils de Louis-Philippe, je crois que ça doit être, ouais, j'ai peur de dire des bêtises, qui l'a rappelé à l'ordre, il est un peu rentré en ordre, et à partir de ce moment-là, les haras ont accepté l'idée que le pur sang anglais était améliorateur. Euh, je crois que c'est resté en fait euh, dans l'imaginaire même français et jusque il faut revenir en fait sur la conquête de l'Algérie a eu énormément d'importance. Quand les officiers assez romantiques, hein, comme le général Daumas ou autres, sont arrivés en Algérie, ils ont cru trouver l'Orient, ce qui était une erreur, parce que ça n'a rien à voir avec l'Orient. Mais pour eux, ils avaient trouvé l'Orient de leur rêve et ils ont un peu mélangé le cheval oriental avec le cheval barbe, Ouais. qui est complètement différent, Absolument. qui a aussi ses caractéristiques et ses grandes qualités, Absolument. bien sûr, mais qui n'est pas du tout le même. Hein. C'est pas... Mais ils ont fait un doux mélange et pour eux, ils l'ont revêtu de toute la poésie qu'ils attachaient au cheval oriental. Voilà, enfin, bon, c'était une évocation comme ça. Je pense que on n'en est jamais revenu. Hein. Ouais. Le cheval oriental, c'est resté toujours un. euh, alors, ce sont des chevaux qui sont en plus euh, très modifiés par l'alimentation dans les pays du Nord. Hein. Euh, je crois, je me souviens d'en avoir eu quand j'étais à l'école, j'avais toujours des chevaux en, euh, en clinique qui m'étaient attribués et je me souviens avoir eu des chevaux arabes qui étaient gros comme des petits cochons. Ouais. Ils étaient très gentils, Ouais. mais assez vifs, mais gros quand même. Ce qui ne Ouais. correspond pas vraiment à l'animal du désert. Hein. Oui, c'est ce que soulignait Bongrosс en distinguant Oui, le cheval élevé par les Bédouins, c'est-à-dire le cheval élevé par les nomades, quoi, le cheval proche de l'homme, et, et l'élevage à l'occidental, c'est-à-dire dans des box, une alimentation régulière, équilibrée, etc. Donc c'est vrai que ça, ça donne naissance à des animaux complètement différents. En tout cas, merci de rappeler l'existence de cet autre cheval formidable dont on peut distinguer plus sérieusement
les origines et l'histoire, qui est le cheval barbe, parce que c'est un cheval qui, lui, est localisé d'une manière assez claire chez les Berbères, quoi. C'est donc le monde berbère, on sait où il est, on sait bon. Et on sait que déjà Hannibal utilisait des cavaleries berbères, et on sait que ce sont les cavaleries berbères qui ont pénétré en Espagne, et on sait que le cheval andalou est pour une grande part d'origine berbère, et donc voilà, tout ça, il faut rendre hommage à cet animal, bien que maintenant en Afrique du Nord, l'essentiel des cheptels soit un doux mélange de barbe et d'arabe, qui donne naissance à un cheval très bien d'ailleurs, à à tous usages, quoi, qui est le cheval arabo-berbère. Constitue l'essentiel des cavaleries d'aujourd'hui, et du Maroc, et de l'Algérie, et de la Tunisie, et même de la Libye. C'est un pays qu'on oublie un petit peu dans la liste des pays éleveurs, des pays berceaux du cheval barbe. Voilà, chers amis. Merci beaucoup. Ouais, bah, je t'en prie. Oui. J'avais une question, mais qui est ouverte à tout le monde, à propos de cette fameuse expression mettre du sang sous la masse, Ouais. qui est une expression que je trouve également formidable. Et donc, je fais une thèse de sociologie sur l'engagement entre équidés de travail et éleveurs. Et je m'intéresse notamment au mouvement. On dit que le cheval engage le postérieur sous la masse. Et à partir de ça, je retrouve pas mal aussi cette expression de sang sous la masse. Et du coup, moi, j'ai pas du tout un côté historique. Et je me demande si du coup cette expression, elle revient particulièrement à partir d'un certain moment ou à partir de l'apport de sang arabe. Moi, à mon avis, le sang sous la masse, c'est quelque chose de la fin du 19e siècle. Ça n'arrive pas, à mon avis, avant. Hmm. Je ne m'en souviens pas, en tout cas. Non, c'est vraiment. Je crois que. Alors, c'est une expression zootechnique. euh, et Mais en même temps poétique. oui, oui, mais il y a pas mal d'expressions aussi comme ça qui sont. Mais je pense que ça doit arriver à la fin du 19e siècle dans tout le euh, il faudrait chercher dans ce qu'on a appelé la guerre des brochures. Vous connaissez ça, non? C'est un moment où l'armée a voulu mettre la main sur la totalité des haras en estimant que les haras ne faisaient pas leur travail et que le cheval était inadapté aux demandes de la guerre. C'est-à-dire après 1870, forcément. Et là, il y a eu beaucoup d'expressions, enfin de recherches théoriques sur ce que devait être le, l'animal de combat. Et on a dit tout et n'importe quoi, énormément de bêtises aussi, bon, il faut le dire. Hein. Mais en, en demandant aux chevaux ce qu'ils pouvaient pas donner, on rêvait d'un cheval idéal. Et parce qu'on déplorait que le cheval anglo-normand correspondait pas était un trotteur d'abord et qui correspondait pas du tout à ce que la guerre demandait. Alors, le- à mon avis, c'est encore le colonel Bobreau qui avait raison, parce que lui, il a expliqué qu'on fait la guerre avec des chevaux fins, petits et résistants, et que avoir un gros Normand, c'était bien éventuellement pour tirer des pièces d'artillerie, mais que pour faire un raid, il n'en était pas question. Ça, c'était pas vraiment adapté, et la guerre, c'était quand même, à ce moment-là, il n'y avait plus de charge de cavalerie, c'était quand même éclairer les troupes et aller au devant et faire du travail d'avant-poste. Voilà.
Donc, à mon avis, le terme vient de cette époque, c'est-à-dire après la guerre de 1870 jusqu'en 1914. Mais après, c'était complètement Mm. sans Est-ce que je intérêt. peux, est-ce que je peux Oui, bien sûr. Parce que je me souviens que tu l'utilises d'ailleurs dans La Bête Noire. Oui, et puis aussi dans un article qui prétend résumer la saga du cheval breton. Parce qu'en Bretagne, les éleveurs, c'est une expression qui, c'est intéressant d'ailleurs, la question que tu poses, c'est de repérer son apparition, mais aussi de suivre la manière dont elle circule dans les milieux du cheval. Et moi, j'y vois aussi une espèce d'équation infernale des logiques d'élevage pour répondre à des demandes contradictoires. Alors, on a parlé de l'armée, on a parlé de la querelle historique entre ces deux institutions qui représentent des intérêts de l'État, souvent contradictoires, qui sont d'un côté la remonte et de l'autre côté les haras nationaux, qui souvent, en tout cas en Bretagne, ont basculé du côté de l'intérêt des éleveurs, du commerce et de l'alourdissement des races. Mais en fait, quand on regarde dans les grandes races de trait, qu'il s'agisse du percheron ou du breton, par exemple, euh, euh, c'est très intéressant de considérer l'évolution des logiques d'élevage euh, organisées en catégories d'animaux correspondant à des usages différents et toujours remis en question par le commerce. Et pour revenir à la Bretagne, rien n'incarne plus cette histoire de sang sous la masse que l'évolution entre notamment ce qu'on a appelé le postier breton, mais encore plus le centre montagne. Donc un petit animal un peu grossi, avec beaucoup d'énergie et d'intelligence et en même temps une certaine puissance, et puis de l'autre côté le trait breton. Et toute l'histoire de la production de l'élevage en France repose, enfin, le sang sous la masse, je trouve que c'est une expression qui résume très très bien la demande contradictoire du commerce. Et heureusement qu'il y avait encore du sang sous la masse, notamment dans cette population chevaline incroyablement diverse et pleine de potentiel dans un sens ou dans l'autre en Normandie, au moment où le sport s'est vraiment organisé, euh, à l'époque où le cheval de route commençait à disparaître parce qu'il était définitivement concurrencé par la voiture, heureusement qu'il y avait encore du sang sous la masse pour revenir à des stratégies d'élevage pour produire des animaux qui répondent aux nouveaux besoins. En tout cas, moi, c'est une expression que j'ai beaucoup rencontrée en faisant du terrain chez les éleveurs. Et j'avais une autre remarque par rapport à Jean-Louis tout à l'heure, la remarque vraiment intéressante sur l'influence des artistes dans la construction de, d'un idéal de la beauté du cheval. On va traiter à l'occasion du colloque au Haras du Pin là, sur l'infernale question des races, des territoires et des patrimoines des chevaux. À propos du percheron, on va traiter, et non pas, on peut trotter aussi, de l'influence de Rosa Bonheur dans la construction de l'image du cheval percheron. J'ai fini. Bah, merci beaucoup. Est-ce que bah, je vous laisse poser des questions si vous en avez.
Enfin, moi, si personne, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui, j'ai très envie de vous poser une Oui. question, mais j'espère vraiment que ce ne sera pas une redite par rapport à Non, ce non, que allez-y, vous avez allez-y, dit allez-y. précédemment. Quelle est la place ou l'influence du cheval arabe aujourd'hui, ou oriental, dans les sociétés d'aujourd'hui, qui sont très différentes des sociétés précédentes, sociétés très urbanisées, euh, dans lesquelles peut-être la place du monde agricole est différente? Ouais, Est-ce que le cheval arabe, c'est une relation construite? aujourd'hui, un univers commercial et comment dire, économique non négligeable, hein, grâce à l'engouement qu'il a suscité, justement dans le territoire arabe, où tout d'un coup, avec l'apparition des revenus pétroliers, on a eu beaucoup d'argent, et je comprends bien que toute population ait vu dans le cheval arabe une illustration enfin, la réussite du cheval arabe, c'est au moins une des choses au moins que le monde entier reconnaît au monde arabe, quoi. Bon, donc, pour une fois on fait l'unanimité, sans aucune espèce de connotation ni politique, ni religieuse, ni autre, reconnaître que un élément de la culture, de la civilisation, un des produits de la civilisation de la culture arabe, arabo-musulmane a produit un animal formidable, améliorateur de l'Occident. Vous pensez bien que ceux qui sont originaires de ces régions, disposant de moyens, se sont empressés de le mettre en valeur. D'où la création d'hippodromes, l'investissement massif de ces populations dans l'acquisition de chevaux, de course ou d'endurance ou de chevaux. Donc, cet apport, cet engouement assez récent, enfin, je sais pas, qui doit avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, oui, une cinquantaine d'années, a redonné une vigueur formidable au cheval arabe. Et le cheval arabe, maintenant, enfin, il y a des éleveurs qui gagnent très très bien leur vie en produisant du cheval arabe, soit pour l'endurance, soit pour les courses. Et encore aujourd'hui, pour le show, mais un peu moins. Et je reconnais que le show est en relatif déclin. Mais en revanche, malgré le fait que l'endurance soit une des rares disciplines qui ne soit pas très spectaculaire, hein, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une course d'endurance, mais on voit rien. On voit le départ, et puis on attend 1 heure, 2 heures, 5 heures, 10 heures, et puis on voit l'arrivée. On met les chevaux, on les arrose, on les asperge, mais ce n'est pas très spectaculaire. Vous ne pouvez pas faire un spectacle. Bien que maintenant, avec les drones qui suivent l'évolution de la course, on a de l'image sur écran, donc on théâtralise un petit peu tout ça, donc ça devient plus attractif. Enfin, on ne peut pas comparer avec une course sur hippodrome ou avec les épreuves d'équitation olympique, quoi. Mais donc, oui, le secteur de l'élevage du pur sang arabe, que ce soit pour les courses, pour l'endurance ou pour le show, est un secteur économique prospère. Au niveau de son utilisation dans des activités économiques agricoles, pareil, il y a encore quelques bémols tout de Ouais, même. Mais, bon, oui, mais enfin, c'est c'est pas visible, c'est négligeable. Je veux dire, ou ça reste folklorique ou. Enfin, non, non, je vois pas du tout dans le monde arabe aujourd'hui, euh, en tout cas pas en Arabie Saoudite, et pas dans les pays du Golfe, là, les Émirats, je vois pas d'utilisation d'emploi du cheval à des tâches utilitaires, agricoles. Du coup, ce sont des tâches plutôt enfin, effectuées par d'autres animaux ou pas du À tout part des tracteurs et Oui, par oui, enfin, du coup, oui, par par des mécanisation, il n'y a plus moteurs, beaucoup et de... voilà, La chasse, c'est en voiture. Parce que ce qui reste de chasse dans ces pays-là, je pense même à la chasse à l'oiseau, au faucon, qui peut éventuellement être encore pratiquée. C'est à partir de voitures, les gens ne vont plus à cheval. on s'emmerde pas. Et une présence de l'âne peut-être Ah, dans ça, leur jeu? c'est pas ma spécialité, je ne sais pas. Ça, les ânes, il faut demander à Bartabas. Moi, Maurice? Moi, j'avais deux questions. La première, c'est sur l'histoire là, des cinq juments. Ah oui.
qu'est-il advenu des 95 qui ont désobéi et qui sont... Zigouillé, quoi. Ah ouais? Bah oui, comme ah oui, ils ont désobéi. Donc, voilà, faut pas désobéir. D'accord. Et une question par rapport à... Enfin, dis la légende, hein, moi je suis pas témoin. Et au moment où justement le cheval dit arabe commence à vraiment avoir, enfin, à s'internationaliser, est-ce qu'il y a une structuration de l'élevage dans les zones identifiées comme, comme berceau? Est-ce qu'il y a enfin, des tentatives d'élevage qui sont mises en place dans ces zones-là pour faire de l'export ou alors l'élevage va plutôt s'internationaliser? On va retrouver des élevages, comme vous l'avez dit, Oui, en Pologne. oui. Non, mais euh, parmi les premiers pays à faire un travail sérieux en matière d'élevage arabe, il y a l'Égypte, évidemment. Et lorsque Napoléon est arrivé en Égypte, il y avait déjà des élevages de chevaux. Mais, mais ce n'était plus de l'élevage selon les méthodes bédouines. C'était les méthodes que Bongrose dénonçait comme n'étant pas les méthodes qui ont produit le cheval arabe authentique. Donc, à part ça, si les Khamsa, les cinq juments, vous voulez leur nom, et qui ont donné lieu à cinq lignées que distinguent certains amateurs, certains spécialistes du traditionnel du cheval arabe, il y a le Kohilan, le Saglawi, le Abeyan, le Hamdani et le Hadban. Voilà, Mais alors, euh, certaines, je précise parce que c'est assez intéressant dans cette confusion générale. La- Certaines de ces lignées subsistent encore aujourd'hui, mais en Iran. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas, parce que maintenant on bombarde, mais, euh, mais certaines de ces lignées euh, issues, d'après la légende, des cinq juments de l'an 622, et qui sont nommément désignées, certaines de ces lignées subsistent, mais non pas dans le monde arabe, mais dans le monde perse. C'est pour ça que entre les mondes perse, turc et arabe, il y a des recroisements, des superpositions, des confusions, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens auxquels j'appartiens proposaient plutôt la dénomination de cheval oriental, bon, dans lequel on peut d'ailleurs amalgamer des chevaux produits au Turkménistan. Voilà. Et d'ailleurs, enfin, il y a eu un moment où la question s'est posée, c'est quand l'Institut du monde arabe, il y a 10 ans à peu près, je ne sais plus, il y a combien d'années, enfin, il y a un paquet d'années, je dois avoir la date exacte, a voulu organiser une grande exposition sur le cheval dans le monde arabe. Ils l'ont intitulé d'ailleurs, oui, alors c'était il y a 24 ans, c'était en 2002. C'est a fait une grande exposition qu'ils ont intitulée Chevaux et cavaliers arabes. Et euh, la question s'est posée de savoir est-ce qu'on garde ce nom arabe ou quoi, parce que dans, dans les pièces exposées, pratiquement aucune n'était d'origine arabe. Elles étaient toutes originaires des mondes turcs et persans. Euh, Ça souligne, si vous voulez, cette difficulté qu'il y a. Mais enfin, gardons le terme arabe, parce que sinon on va se mettre trop de gens à dos, puis on va décevoir trop d'enthousiasme, etc. Donc, disons, ok, gardons ce terme de cheval arabe, simplement en sachant et en souvenir que c'est pas scientifiquement établi. Et c'est pour ça que j'aime bien le titre de ce livre, Chevaux des Arabes et Chevaux Arabes, ce qui est pas la même chose. Voilà. Étant bien entendu que les Arabes aussi utilisent des chevaux qui ne sont pas des chevaux arabes. Donc, tout ça pour vous dire que la confusion la plus générale règne et que donc cette conférence n'a servi qu'à ajouter à la confusion.